Nos invités ce soir pour démarrer cette émission, Yvan Rioufol, Francette Popinot, bienvenue madame, je vous ai présenté tout à l'heure, vous êtes secrétaire générale du SNUP FSU, syndicat des instituteurs, professeurs des écoles, Christophe Henning, merci à tous les trois d'être là, évidemment Bruno Jeudi qui est à mes côtés pour sa chronique politique dans un instant. D'abord, refaisons un petit peu le film de ce week-end, si vous le voulez bien, et je vais me tourner vers vous, Christophe Henning, parce que vous êtes à l'hebdomadaire Pèlerin, et vous êtes peut-être celui qui sait exactement ce qui s'est passé dans l'avion qui conduisait le pape François, qui le ramenait du Caucase à Rome, et qui, à ce moment-là, parle aux journalistes comme il sait le faire, de manière finalement assez franche et directe, et qui dénonce un sournois endoctrinement à la théorie du genre au travers des manuels scolaires des élèves français. Il parle là à la suite d'une rencontre avec un papa qui a dit que son enfant était prêt à changer de sexe, voilà, parce qu'on lui apprenait à l'école, en gros. Hein. Alors, expliquez-nous, quel est le contexte, comment ça se passe, la surprise des journalistes qui l'entourent? Alors, c'est vrai que vous l'avez rappelé, c'est au retour de ce voyage en allant vers Rome que le pape a toujours pris l'habitude dans ses voyages maintenant de s'exprimer de façon très simple avec les journalistes et peu de personnes politiques ou publiques ont cette proximité. Le début de la conversation, le début de son intervention porte simplement sur comment faire pour accueillir les personnes qui ressentent une identité sexuelle qui ne correspond pas à leur physique. Et là, il dit tout d'abord, il est hors de question de repousser ces personnes, il faut au contraire les accueillir, les accompagner, et lui-même dit qu'en tant que prêtre, évêque et pape, il le fait. D'accord. Mais il le dit, en revanche, ceux qui voudraient défendre une théorie du genre, c'est-à-dire imposer que l'identité sexuelle ne dépende que des critères sociologiques ou idéologiques et non pas d'éléments biologiques, alors là, lui n'est pas d'accord. Voilà. On peut le comprendre. Mais il s'appuie quand même, pardon, mais c'est ce qui a aussi beaucoup troublé, c'est qu'il s'appuie alors sur un témoignage d'un père de famille catholique français qui lui a confié que son fils de 10 ans était prêt à changer de sexe plus tard pour devenir une fille. Pour devenir une fille. Voilà, c'est quand même là qu'on s'interroge. Juste dire que ce qui le blesse, c'est qu'effectivement, pour le christianisme, c'est la religion de l'incarnation. Donc le corps est important. C'est pas, les chrétiens ne sont pas de purs esprits. Hein. Donc le corps est important. Et effectivement, il reprend le témoignage de ce père. Voilà. Un père dont il dit qu'il est catholique à l'eau de rose, ou qu'on peut traduire peut-être comme ci, comme ça, mais catholique. Oui, et donc il reprend ce témoignage en disant, bah oui, ce père entend son gamin qui dit, moi quand je serai grand, je serai fille. Alors, je vais revenir vers vous dans un instant, je vais donner la parole à Yvan Rioufol et à Francette Popinot. Yvan Rioufol, déjà quand vous entendez ça, est-ce que vous dites... c'est un témoignage d'un papa, ok, mais on n'a pas vérifié, on ne sait pas comment, on ne sait pas dans quelles conditions, et on prend tout argent comptant? Le pape prend tout argent comptant? C'est vrai que, vu comme ça, c'est un peu léger, en effet, mais c'est une démonstration du pape pour un propos plus général, et le propos plus général est assez novateur. Si je vous entends, c'est de dire que l'Église doit s'ouvrir aujourd'hui aux transsexuels et aux couples homosexuels. C'est un peu ce qu'il a voulu dire. Et c'est pas ce qu'on en a retenu. On a retenu ce vieux discours et ces réticences qu'a l'Église, en effet, sur cette théorie du genre et sur le mariage homosexuel. Mais là, je ne vois que des vieilles postures, dans le fond. Et ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est de voir ces cris d'orfraie, surtout de la part de la gauche, qui semble avoir désigné cette fois ces intégristes, et les intégristes, ce seraient donc les catholiques, si on a bien compris. Donc je trouve qu'il y a quand même là une hystérie, il faut revenir à ce qu'a dit le pape. En effet, je suis d'accord avec vous, si c'est votre question. Le pape a été léger de ne pas montrer le livre, parce qu'en fait c'est ce livre-là qu'on a envie de voir, pour voir effectivement pourquoi est-ce que ce père, à la lecture du livre, a compris que son fils lui a dit « Papa, quand je serai grand, je voudrais être une fille ». Mais on a tous en mémoire aussi, malgré tout, ce qu'il y a eu dans les manuels scolaires ces 3 dernières années, sous la pression des groupes de pression LGBT, où, par exemple, l'éducation nationale, je parle sous votre réserve, a donné son accord à des livres comme Jean a 2 mamans, ou je veux un zizi, etc. Enfin, donc il y avait là, quand même, malgré tout, des perspectives idéologiques, enfin des présences idéologiques, des présences presque, de propagande. Et le terme qui me paraît le plus intéressant de la part du pape, c'est quand il dénonce la colonisation idéologique. C'est ça qui me paraît être le terme fondamental dans ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il reproche à l'école française d'être finalement soumise aux idéologues, aux pédagogues, à tout ce que vous voulez, mais de ne plus transmettre les savoirs essentiels, de savoir lire, compter. Francette Popinot.
Qu'est-ce qu'il y a dans les manuels scolaires aujourd'hui en France? Il y a cette différenciation, il y a non pas le savoir et comment apprendre à écrire, comment apprendre à réfléchir. Je veux rassurer tout le monde. Ah oui. L'essentiel de notre travail porte évidemment sur le lire, l'écriture, compter. L'essentiel, vous dites attention parce que vous allez être rattrapé. Découvrir le monde, tout ça fait partie évidemment du cœur de notre métier. Donc il ne faudrait pas qu'on se trompe de débat. Donc l'essentiel, mais pas l'intégralité. Attention, parce que là-dessus, vous risquez d'être rattrapé. Bien sûr, nous avons évidemment un devoir éducatif qui porte sur différentes choses. Et l'éducation à l'égalité filles-garçons en fait partie. Mais là, on est sur un débat un peu différent, parce qu'on est sur un débat autour de la théorie du genre qui laisserait entendre, enfin à travers les propos que j'entends ici, qui laisserait dire que effectivement l'école serait incitatrice quelque part, qu'elle porterait une responsabilité, qu'elle donnerait éventuellement une orientation. Je crois que là, il faut vraiment rassurer tout le monde. L'école n'a pas du tout cette vocation-là. L'école, évidemment, au quotidien, parle du vivre ensemble. On vit ensemble au quotidien dans une école. On travaille et on vit ensemble. Et à travers ça, on a effectivement tout un tas de questions qui se posent sur tout ce qui est la lutte contre toute forme de discrimination. Bien sûr, j'entends, mais je vais peut-être vous piquer une question, Yvan Rieufol, mais moi je m'interroge. Pourquoi à intervalles plus ou moins réguliers, est-ce que il y a toujours cette résonance autour des établissements scolaires, cette petite musique qui revient pour dire qu'il y a les pratiques pédagogiques ont une tonalité pour le moins équivoque? Parce que c'est quand même systématique, c'est pas régulier, mais ça revient. Donc il y a bien un terreau. Non, il n'y a pas de terreau. Je pense qu'il y a effectivement une instrumentalisation de l'école sur ce sujet-là comme sur d'autres, malheureusement. L'école est un petit peu l'enjeu d'une société et c'est pas rien, l'école. C'est effectivement ce qui va fabriquer le citoyen de demain. Donc on a un enjeu fort, on a une responsabilité forte. Et effectivement, il ne faut pas se tromper de débat. L'école n'est pas incitatrice de quoi que ce soit. Et vraiment, je le redis, on a un rôle fondamental à jouer, mais il n'est pas celui qu'on prétend. Et je ne connais pas de manuel. D'ailleurs, j'aimerais bien voir à quel manuel on fait référence. Vous avez des preuves parce que Ludovine de la Rochère. Je ne suis pas le pape. J'entends bien. Mais Ludovine de la Rochère, par exemple, de la Manif pour tous, était tout à l'heure sur notre antenne. Elle est venue avec un manuel, avec une phrase qui peut éventuellement. Mais on se dit qu'effectivement, s'il y avait ces phrases, s'il y avait autant de choses équivoques, les parents seraient vent debout. Les parents sont assez méfiants, en tout cas, du contenu aujourd'hui des programmes scolaires. Et tout de même, il y avait eu ce programme, les ABCD de l'égalité, qui était porteur, malgré tout, de cette sorte d'idéologie qui voulait déconstruire les identités sexuelles, qui voulait s'ouvrir au vivre ensemble, votre expression, madame, qui voulait faire comprendre aux petits-enfants qu'ils devaient respecter naturellement l'homme par rapport à la femme, etc. Enfin, des évidences, mais qui sont peut-être pas prioritaires quand on a 5 ans. Et donc, tout ceci est instrumentalisé malgré tout dans cette école qui est devenue de plus en plus idéologique de mon point de vue. Et je crois que le vrai débat aujourd'hui, il est de savoir si cette école, pour les jeunes enfants, cette école primaire, doit ou non s'attarder à ces genres de considérations, ou est-ce qu'elle doit privilégier, encore une fois, l'apprentissage de la lecture, du calcul, de l'écriture, ce qu'elle ne fait pas visiblement, puisque nous apercevons que nous vivons, à partir de la maternelle et jusque dans les classes qui suivent, des désastres éducatifs. Et donc, il faut se demander pourquoi. Et est-ce que les syndicats, les pédagogues, tous ces savants, tous ces messieurs à chapeau pointu, n'ont pas des responsabilités dans le fait qu'ils ont oublié qu'un élève était d'abord un petit être apprenant et qu'il avait besoin de ces fondamentaux qui ne lui sont pas donnés. Mais quand il y a des questions, de ces enfants sur l'orientation sexuelle, elles arrivent peut-être même très tôt, Francette Popinot, même Christophe Henning. Comment ils font? Comment vous faites? Les questions des enfants, elles sont très diverses. Quand je parlais du vivre ensemble, c'était pas simplement. C'est quand même l'éducation civique, l'éducation à la citoyenneté, le vivre ensemble. C'est comment on fait société ensemble aussi à partir de l'enfance. On se construit comme citoyen, comme futur citoyen. Donc c'est pas simplement ça. Et puis pour en revenir au manuel scolaire, moi je suis aussi fâchée quand je vois qu'il y a encore des stéréotypes féminins quand maman
maman fait encore la cuisine pendant que papa regarde la télévision. Je crois que c'est tout ça qu'il faut bâtir avec les enfants. C'est aussi réfléchir à la société qu'on veut faire, au même titre qu'on réfléchit à l'environnement et aux bonnes pratiques qu'il faut avoir pour préserver son environnement. Il faut réfléchir ensemble, mais je rassure tout le monde, ça ne fait pas partie, c'est pas un enseignement à part entière, c'est-à-dire on s'arrête pas à 9h30, de 9h30 à 10h, on fait pas de l'éducation à l'égalité. C'est au fil du temps. La question du genre, c'est un fantasme alors? Mais je sais rien, mais je pense que Najat Vallaud-Belkacem ce matin a bien dit que la théorie du genre n'existait pas. Et c'est bien la question qui se pose. En fait, les études de genre existent et c'est une démarche sociologique. Le seul problème, c'est qu'effectivement, il faut organiser les matières. Je le comprends, je le conçois bien. Il faudrait peut-être des cours de sociologie plutôt que d'étudier le genre dans les cours de biologie. C'est deux choses tout à fait séparées. Et là, pour le coup, les études de genre, l'égalité homme-femme, je veux dire, personne dans l'Église va s'élever contre l'idée qu'on puisse discriminer entre hommes et femmes. Donc, mais c'est le mélange des genres, excusez-moi, entre la sociologie et la biologie qui crée ce problème et cette incompréhension. Nonobstant le fait qu'effectivement le pape noté, j'en profite puisque Madame est là, peut-être qu'elle me démentira ou pas, il a tout de même été noté qu'il y avait au cœur même de ces apprentissages une volonté d'un groupe de pression qui est le groupe de pression LGBT, c'est-à-dire les gays, lesbiennes, les lesbiennes, gays, trans et bi, qui ont eu accès malgré tout à l'univers éducatif et qui ont pu par ces pressions de propagande de mon point de vue, mais faire en sorte que l'on banalise d'abord ces questions sexuelles pour des petits enfants. Je trouve que ce n'est pas très intéressant, et voire même que l'on favorise cette adaptation à l'homosexualité, parce que c'est toujours dans le fond cette histoire-là qui est prégnante et qui mobilise le pape, de mettre des alertes sur le mariage homosexuel qui, selon lui, détruit la famille. Il faut l'entendre quand il dit ça, en effet, et je ne vois pas que ce soit un message particulièrement intégriste, et moi je m'affole de voir d'abord la manière dont Najat Vallaud-Belkacem a répondu au pape, avec une impertinence, enfin, bon, pardon, ce mot paraît peut-être désuet, mais enfin, elle avait déjà fustigé les néo-intellectuels ou les pseudo-intellectuels, la voilà qui donne la leçon au pape. Il faudrait peut-être qu'elle se demande à elle-même si elle est bien habilitée à faire des leçons de la sorte. Et je trouve cela choquant, et je pense que ça va être assez choquant pour nombre de Français qui, d'abord, se rendent compte que l'école ne remplit plus son rôle, et que plus généralement, il y a une sorte de colère sourde qui monte, et qui d'ailleurs est représentée maintenant par ce qui est détesté par tous ceux-là qui nous font la leçon, qui sont la manif pour tous, qui va ressortir dans les rues, qui revient dans les rues le 16 octobre, dans 15 jours. Donc on se demande aussi... Tout ceci me semble être assez lié. Alors, Madame Popino, LGBT a-t-elle eu un droit de regard, une manière de fonctionner sur les livres scolaires, Il y aurait un lobby que je ne connaîtrais pas et qui aurait pignon sur rue sûrement avec les maisons d'édition, parce que c'est quand même les maisons d'édition qui réalisent les ouvrages. Non, par contre, je pense qu'il faut se dire, vous l'avez dit d'ailleurs, tous les sujets qui font société, les enfants en parlent, hein, bien sûr, et on doit poser des paroles d'adultes dessus, mais vous avez raison de le dire aussi, il y a des questions qu'il est bien trop tôt, en tout cas dans le domaine de l'école primaire, pour aborder. Donc tout ce qui touche à la sexualité telle que vous le décrivez, ce ne sont pas des questions qui soient abordées sous cette forme-là, bien évidemment dans l'école, hein, même si il y a pour les élèves de CM1 et de CM2 des questions autour de la sexualité qui se posent avec les changements que les enfants connaissent aussi dans leur corps. Donc, en revanche, toutes les questions de société font écho. Les enfants, ils entendent des choses à travers de plus en plus les réseaux sociaux, mais aussi à travers les médias. Ils entendent beaucoup de choses, y compris à l'intérieur des familles, et l'école doit repositionner, doit apporter aussi son regard sur ces choses-là. C'est-à-dire sur la séparation, sur le handicap. On accueille aujourd'hui, on scolarise des enfants en situation de handicap. Il faut en parler. Il faut parler des sujets qui font société, mais l'adapter bien évidemment à l'âge des enfants. Et vous avez raison, ce ne serait pas raisonnable d'aborder des questions sur la sexualité à un âge où les enfants ne sont pas prêts. Mais je crois que les enseignants sont des professionnels et ils ne commettent pas ce genre d'erreur. Merci à tous les trois, en tout cas, d'être venus ce soir. Yvan Rioufol, Francette Popino, Christophe Henning.